Bon l'équipe, je pense que vous avez vu la petite recette qu'on a fait avec le chef Francillette. Et cet après-midi, j'ai une nouvelle invitée avec moi qui va déguster tout ça. Ça va Chloé? Ça va très bien. Content de t'avoir avec moi cet après-midi. Et là, tu vas devoir deviner ce qu'on a fait pour toi. D'accord. C'est génial. Super. C'est pas compliqué, c'est un plat local, Ok. revisité. Alors, je vois des oignons et des lardons, ça c'est sûr. Et après, je me demande si c'est pas du fruit à pain qui est en dessous. On est sur la bonne route. On est sur la bonne voie? On est sur la bonne voie. Donc c'est du fruit à pain? C'est du fruit à pain, Ok. oui. Est-ce que tu manges des choses locales, déjà à la base? J'ai peur de dire oui et que je trouve rien, tu vois. Donc je suis à deux doigts de dire non, pas du tout. Non, si je mange un peu. Après, quand tu sais que c'est fruit à pain, il n'y a pas beaucoup de plats qu'on connaît vraiment qui pensent non. Je te laisse goûter. En tout cas, le chef a conseillé c'est un plat qui est déstructuré. Donc, tu dois prendre un petit peu de chaque chose et pour goûter et trouver le goût. D'accord. Je te laisse. C'est parti. En tout cas, c'est très beau. Par contre. Merci. C'est le chef, hein, pas toi, c'est ça? Regarde, j'étais quand même l'assistant. Tu vois, je pensais que c'était mou et que c'était pas du fruit à pain dur. C'est un peu épicé. C'est super bon, mais j'arrive pas à trouver le nom. Parce que le seul plat local que je mange avec du fruit à pain, c'est le migan. Tu penses pas que ça peut pas être un migan revisité? C'est possible. C'est juste pas le migan de mon papa, mais c'est très très bon. Est-ce que c'est ton dernier mot, Jean-Pierre? C'est pas un migan, non? Revisité? Si, c'est bien ça. Ah, tu vois, pas mal quand même, hein? Chloé, qui es-tu? Qui suis-je? Pour les gens qui ne te connaissent pas. Pour les gens qui ne me connaissent pas, en général, c'est vrai que ça fait 10 ans déjà que je me présente comme étant Miss Guadeloupe, 2014. Et au-delà de ça, je suis influenceuse, créatrice de contenu et je travaille également dans l'événementiel parce que ça fait 2 ans que j'organise les vides pressing. Donc justement, là on te voit cet après-midi sous quelle casquette? Sous une casquette précise ou sous toutes les casquettes? Sous toutes les casquettes. Donc on va parler de Miss, de tout ce que tu veux, on peut parler, il n'y a pas de souci. Ouais. Toi tu préfères quelle casquette parmi toutes ces casquettes-là? Ou est-ce qu'elles font toutes Chloé? Je pense qu'elles sont toutes Chloé. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où il y a des casquettes qui sont plus mises en avant que d'autres. Mais la casquette de créatrice de contenu, je pense que c'est celle qui me définit le plus depuis, on va dire, 2 ans maintenant. Parce que j'essaye vraiment d'apporter un petit plus à ma création de contenu et de vivre que de ça en fait. C'est quelque chose d'aisé de prendre ce choix-là, de se dire bon je vais faire de la création de contenu, de l'influence et d'en vivre? Franchement, c'est pas facile parce qu'on n'a pas la sécurité comme si on était dans un CDI ou un CDD où on se dit tous les mois, je vais avoir tant d'argent à la fin du mois ou au début du mois, peu importe. Et c'est vrai que c'est très, très, très compliqué. Surtout ici, aux Antilles? Ça aurait peut-être été plus facile dans l'Hexagone? Alors, j'ai pas essayé dans l'Hexagone. J'ai démarré aux Antilles et compliqué déjà parce que je pense que pour que les entreprises puissent se dire je vais faire appel à des créateurs de contenu, c'était pas encore dans les mœurs ici. Maintenant, ça a évolué, donc ils font de plus en plus appel à nous, peu importe, comme ils le souhaitent. Mais ça reste quand même pas aussi simple qu'en Hexagone. Même si c'est vrai qu'on se dit qu'en Hexagone, il y a tellement de monde, que le marché est tellement grand. Mais je pense qu'aujourd'hui, les entreprises, ils font appel limite qu'à ça, en fait, là-bas. Et 2 ans après, est-ce que c'est un choix que tu regrettes, un choix où tu te dis que j'ai fait le bon choix? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette décision-là? Je regrette pas mon choix parce que c'est quelque chose qui me passionne. Donc j'adore faire de la photo, de la vidéo. Bon, le montage, je pense que tu sais, hein, c'est pas quelque chose de facile, mais on le fait quand même. Et j'aimerais bien en vivre. Donc de plus en plus, ça rapporte. Donc je me dis, on continue. Et puis j'aimerais bien en fait faire le chemin inverse que certains créateurs de contenu ont fait aux Antilles-Guyane, c'est-à-dire percer au niveau de l'Hexagone et ensuite rentrer. Et j'aimerais bien, moi, que
je puisse percer ici. En tant que la Guadeloupéenne. La Guadeloupéenne de chez elle qui met en avant son île, la culture, tout ce qu'il faut et tout ce qu'on aime chez nous. Et ensuite, on voyage dans le monde. Mais quand on voit tout le volume de tes posts, vidéos, photos, à quel moment tu te reposes dans tout ça? Est-ce que tu arrives même à te reposer? Est-ce que tu rêves pas à création de contenu? C'est très compliqué, le repos, parce qu'en fait, je suis quelqu'un de... En fait, comment te l'expliquer? Je suis très dure avec moi-même. Du coup, même si je fais, j'ai l'impression de ne pas faire assez bien ou de ne pas faire assez. Alors que, clairement, je fais déjà beaucoup. Je poste, je pense, régulièrement, mais ça, c'est parce que... Tous les 2 jours. Oui. Mais je pense que quand on veut devenir créateur de contenu ou influenceur, peu importe, on utilise les 2 mots, à un niveau professionnel, en fait, il faut se considérer comme une entreprise. Pour les entreprises, quand on est community manager, on poste minimum 3 fois par semaine. Donc je pense que nous, on devrait faire la même chose. Donc c'est ce que je fais. Et le repos, pour pouvoir poster 3 fois par semaine, c'est pas simple. C'est pas simple à trouver, mais j'essaye de temps en temps d'essayer de trouver des petits moments de pause, mais c'est compliqué. Mais justement, quand on voit tout le contenu que tu crées, que tu postes, etc., c'est facile de se dire, bon, je me lance dans la création de contenu à l'échelle, entre guillemets, locale, où je croise peut-être mon audience tous les jours dans la rue. C'est pas être un petit peu, entre guillemets, vulnérable? Oui et non. Après, j'ai eu la casquette de Miss Guadeloupe avant d'être influenceuse. Ça facilite les choses? Je pense que ça facilite les choses parce qu'en fait, j'étais déjà, on va dire, une personnalité publique, si on peut dire ça comme ça. Donc quand je marchais dans la rue, les gens me croisaient. Donc certains me voient, donc je sens qu'ils me connaissent, mais ils n'osent pas m'aborder. D'autres personnes viennent m'aborder. Et au final, c'est un peu la même chose aujourd'hui avec la création de contenu. Donc c'est pas bien différent d'avant. Mais du coup, c'est plus facile pour une influenceuse d'être passée par la case Miss avant ou de venir de nulle part? Parce que j'ai l'impression qu'au final, quasiment toutes les Miss après prennent un petit peu le virage créatrice de contenu, influenceuse. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus simple parce que pour le coup, y a eu l'essor des réseaux. En vrai de vrai, moi quand j'ai été élue Miss Guadeloupe, il n'y avait pas ça. On n'était pas du tout sur ça. On était Facebook, Twitter. Bon, c'est un petit peu déplacé parce qu'il fait super chaud, donc on va manger à la bonne franquette, les pieds dans l'eau. Donc je te disais Chloé, c'est plus facile d'être Miss et de devenir influenceuse ou de partir de zéro et de se lancer dans l'influence? En vrai, je pense que peu importe qu'on soit Miss ou qu'on parte de zéro, c'est la même difficulté. Juste faut être sûr qu'on va être critiqué, que ce soit en positif ou en négatif. Donc il ne faut pas avoir peur de se dire que on devient une personnalité publique. Et il y a les avantages, mais il y a les inconvénients aussi. On est déjà critiqué en tant que Miss? Oui. En tout cas, mon année, oui. Comment on dit, tu as pris cher? J'ai pris... non, j'ai pas pris... Après, je sais pas si j'ai vraiment pris cher. Plus de positifs quand même. Oui, j'avais plus de positifs que de négatifs, mais en fait, je regardais pas les commentaires. C'est peut-être ma mère ou mes potes qui regardaient, mais étant donné que de base, j'étais pas prédestinée à être Miss, je l'ai vraiment pris en mode expérience de vie et ça passe, c'est cool, ça passe pas, tant pis. Et finalement, une expérience positive ou plutôt négative? Très positive. Très positive parce que moi j'ai rencontré que des belles personnes, que ce soit pendant la préparation de Miss Guadeloupe ou la préparation de Miss France. Je suis restée en contact que ce soit avec des filles qui ont fait l'aventure Miss Guadeloupe avec moi ou bien l'aventure Miss France. Et en vrai ça m'a permis moi de pouvoir me connaître un peu plus, avoir confiance en moi parce qu'avant j'avais vraiment peur du regard de l'autre. Donc, on n'aurait jamais vu. Je suis passée de tout à rien, enfin de rien à tout du coup pour le coup. Mais vraiment expérience positive. Mais au final, est-ce qu'à un moment, dans les 10 dernières années qui sont passées, donc ça fait 10 années que tu étais Miss Guadeloupe, est-ce qu'à un moment on a envie de retirer la casquette de Miss ou de passer à autre chose? Ou est-ce que c'est toujours un plus? Oui. En tout cas, pour ma part, ça a été oui. J'ai eu envie de retirer cette casquette parce qu'en fait, pendant l'année,
t'es Miss Guadeloupe, donc tu dois faire un peu attention à tout ce que tu fais, en vrai de vrai, parce que c'est ton image et l'image de ta région. Mais après, ça devient un peu pesant, parce que les gens, ils te regardent, ils sont pas forcément hyper sympas avec toi. Et puis après, tu as envie de dire, mais en fait, je suis autre chose que Miss Guadeloupe. Genre, je suis Chloé. J'étais Chloé avant, je suis Chloé pendant, je suis Chloé après. Donc oui, il y a un moment où on a vraiment envie de couper les ponts avec cette image de Miss Guadeloupe. Mais en vrai, Miss un jour, Miss toujours. Donc on va toujours avoir cette image. Et je pense que plus le temps passe, plus on arrive à mieux gérer les deux. Aujourd'hui, tu te sens toujours Miss Guadeloupe ou tu te sens juste Chloé? Je me sens de plus en plus Chloé. Même si c'est vrai que j'ai toujours un pied dans le monde des Miss, parce que j'ai décidé de vouloir rester dans le monde des Miss parce que j'adore ça et de par mon expérience, c'est vrai que il y a eu des points positifs et des points négatifs, mais du coup j'avais envie de faire en sorte que les points négatifs que moi j'ai vécu, je voulais pas que les autres filles le vivent de la même façon. Bien évidemment, elles ont vécu d'autres points négatifs, ça c'est sûr. Mais tu as fait ton travail à ton niveau pour qu'elles ne vivent pas les mêmes que toi. Voilà. Mais c'est quel genre de points négatifs? Moi, ça a été la relation avec mon comité, parce que ça a été assez compliqué. Si on revient 10 ans en arrière, il y avait justement cette histoire de Miss Guadeloupe internationale, plus Miss Guadeloupe pour Miss France. Donc déjà, les gens ne savaient pas trop où se positionner, qui est la vraie Miss Guadeloupe, la fausse, qui va à Miss France, etc. Il y avait déjà une scission avec le premier comité. Donc moi, j'étais dans une année où c'était un méli-mélo de problèmes. Donc je me suis dit, ok. Et après, la relation avec mon comité, en tout cas quelques personnes, pas tous, a été assez compliquée à gérer. Sachant que j'avais 18 ans, j'avais d'autres problèmes à gérer que ça. Donc ouais, c'était pas ouf. Donc je me suis dit, j'aimerais bien que les autres filles elles aient en tout cas une bonne relation avec leur comité, parce qu'en vrai c'est super important. Le comité est là déjà depuis l'élection jusqu'à la préparation de Miss France, donc c'est super important d'être soudé avec son comité. Et après la fille elle est là toute l'année, donc ouais, ça serait bien qu'on s'entende bien tous ensemble, quoi. Mais justement, quand tu vois que ça se passe comme ça à ce moment-là, tu te dis pas qui m'a envoyé? Non, en vrai, parce que j'avais envie de leur faire comprendre, vous m'avez élu, et en fait non, j'ai mon écharpe et j'ai envie de faire des choses pour la Guadeloupe. Donc bon, malheureusement, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais comme je le sentais, mais j'ai eu la chance de faire les galas Miss France, et je crois que c'était la première année où les galas Miss France étaient ouverts aux 15 demi-finalistes. C'était cool. Justement, les galas Miss France, donc tu sillonnes la France en tant que Miss Guadeloupe, tu es loin du comité, ça se passe mieux que la relation que tu avais avec le comité. Ah oui, parce que du coup, je suis pas... Avec le comité Miss France. C'est ça, je suis pas pris en charge par le comité Miss Guadeloupe. Eux, ils n'ont plus rien à voir, je suis avec le comité Miss France. Et même si c'est vrai que le comité, quand on fait la préparation, en tout cas à mon année, ils étaient un peu distants de nous, et je peux comprendre. Mais là, c'était autre chose. On était 5, en vrai de vrai. Avec Sylvie Tellier, ça se paraissait super bien. On s'entendait avec tout le monde, on rigolait. C'était juste génial. C'est formateur une aventure comme ça? Qu'est-ce que ça t'apporte de bénéfique? C'est formateur dans le développement personnel, je pense. Mais tu grandis plus vite que... Oui, ça c'est clair que tu grandis. Notre jeune fille de 18 ans. Exactement. À 18 ans, tu te retrouves loin de ta famille. Tu te retrouves avec 30 autres candidates, plus tout le staff. Et en vrai de vrai, un mois, ça passe super vite. Tu dois parler avec les gens, tu dois être assez avenante. Et je pense que aujourd'hui, je vois que ça me sert, parce que ne serait-ce que pour pouvoir parler devant le public, passer des entretiens d'embauche, avoir des bons contacts ou un bon relationnel dans une entreprise, je trouve que c'est hyper formateur quand tu as 18 ans et que tu rentres comme ça dans le milieu. Si tu devais décrire la Chloé d'il y a 10 ans, pendant l'aventure Miss France, en 3 mots, ce serait lesquels? En 3 mots, ça serait sympathique, parce que du coup j'ai eu l'écharpe de Miss Sympathie. Curieuse, et c'est
pas vraiment un mot, mais juste le fait de vraiment sortir de ma zone de confort. De base, moi, pas que je m'entende pas avec les filles en général, mais on sait toutes que le rapport pipi, c'est compliqué. Donc j'ai traîné beaucoup plus avec des garçons, j'étais un peu garçon manqué moi-même. Enfin, ouais, non, fallait sortir de sa zone de confort là. Et Chloé, aujourd'hui en 3 mots? Chloé, aujourd'hui en 3 mots, je dirais confiante. Toujours aussi sympathique et souriante, ça déroge pas. Et... créative peut-être? Ouais, clairement. Créative. Quand on veut être influenceuse aux Antilles, quels sont les freins pour toi, selon toi? En fait, avant ce problème d'influence, je suis diplômée du Covid. Donc en fait, à partir de là, j'ai déjà eu un problème pour pouvoir trouver du travail. C'était compliqué. À la base, j'étais à New York, je voulais rentrer... je voulais rester sur New York, après je suis rentrée sur Paris. Bref, je me retrouve en Guadeloupe. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai un master en marketing mode. Je me dis, ici, ça va être un peu compliqué. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir m'en sortir? Donc, j'ai cherché, bien évidemment, du travail comme tout le monde. Sauf que la rémunération, c'était pas en accord forcément avec mes prétentions salariales. Du coup, je me suis dit, je vais me mettre à mon compte. Et étant donné que j'avais déjà un petit pied dans tout ce qui est communication et marketing digital, je me suis dit, on va rentrer dedans. Et du coup, l'influence est venue en même temps que ce moment-là. Et ça coïncide parfaitement avec le tout. Et après, plus les années passent, plus je me dis, ouais, c'est bien aussi d'être à son compte, de ne pas avoir de patron au-dessus, de se dire de 9h à 17h, je suis dans un bureau. Et en fait, des fois, je me dis... c'est du 24-24. C'est ça. Donc des fois, je me dis, c'est chiant, parce que très clairement, il faut produire tout le temps, il faut avoir des idées. Voilà, mais en même temps, je ne me vois pas être dans un bureau 9h-17h. J'ai l'impression qu'aussi cette génération-là se voit moins dans les schémas traditionnels qu'ont pu connaître nos parents, de travailler de 9h à 17h. C'est vraiment bien-être avant. C'est ça. Et le travail, c'est un plus. Exactement. Bah, après, il y en a qui... Et franchement, chacun son métier ou chacun ses envies. Il y en a qui sont très bien dans cette histoire de 9h-17h. Et en vrai de vrai, ils ont raison parce que eux, ils sont en sécurité financièrement parlant. À la fin du mois, il y a une sécurité. Voilà, il y a une sécurité, ils savent que les charges vont passer. Sauf que je sais que pour nous, c'est un peu plus compliqué parce que tous les mois, on se dit, mais en fait, il faut justement atteindre certains objectifs pour qu'après, les charges, on puisse les payer, quoi. Mais on a une sérénité d'esprit quand on vit comme ça? Non. Le stress, l'angoisse. Faut savoir gérer son stress et gérer les angoisses. Parce que en vrai, c'est pas facile. C'est beau quand on voit sur Instagram, on se dit, oh waouh, elle va à tel endroit, elle va manger ci, elle va manger ça. Elle fait la tournée des festivals. Elle fait la tournée des festivals. Même ça, la tournée des festivals, mais c'est vraiment très très prenant. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais il faut être là à une certaine heure. Il y a des choses qu'on doit filmer. Donc en vrai, on est plus en mode boulot qu'on s'amuse, même si le cadre, effectivement, est super sympa. Mais les gens ne voient pas cette partie. Non. Que tu es là pour travailler. C'est ça. Donc on fonctionne tous comme on peut. Et c'est pas compliqué. Si tu avais une anecdote gênante à nous raconter, ce serait laquelle? J'ai eu des moments où ça allait pas. Donc j'ai plus eu des moments de tristesse ou de colère que de moments gênants. Mais quand tu nous parles de tristesse et de colère, en tant que Miss, on a le droit d'exprimer ce genre de sentiments dans ce cadre-là, où il faut toujours être souriante, sympathique, comme tu dis. Je pense qu'il faut toujours avoir ce masque, en vrai de vrai. Et c'est pas forcément facile à l'avoir, mais peu importe l'émotion négative qu'on a, faut la ravaler comme ça, la mettre bien au fond et tu vas voir et tu te dis, ah, non, ça va, tout se passe bien. Ouais, parce que tu es là, tu parles avec des gens. En vrai de vrai, c'est comme quand tu vas au resto
et que tu as un serveur qui vient et qui est hyper désagréable parce qu'il s'est passé quelque chose à l'extérieur de son travail et ça s'est super mal passé, tu vois. Mais en fait, toi, tu y es pour rien, techniquement. Donc on est tous là en train de se plaindre que le serveur est désagréable parce qu'il fait... Tu vois, mais je pense que c'est exactement la même chose quand tu es du coup. Donc toi, tu fais pas le serveur désagréable. Tu ravales tout. Non. Et tu gardes pour après. Exactement. Du coup... C'est dur par moments. Je pense qu'il y a... Peut-être, en vrai de vrai, qu'il y a des moments où j'ai été désagréable et je m'en rends pas compte, mais c'était pas intentionnel. Du coup, quand on est Miss, est-ce qu'à un moment, on est vraiment soi-même? Si? Oui. Et en plus, de plus en plus, parce que le monde évolue. C'est vrai qu'avant, il fallait vraiment être dans certains codes où la Miss, elle est entre guillemets parfaite. Là, aujourd'hui, on le voit bien avec les filles. Plus les années passent, plus elles se lâchent et elles ont beaucoup moins de complexes ou de barrières, en tout cas, que nous, quand on se mettait il y a 10 ans. Tu as réussi à tisser, à créer des contacts avec des Miss qui ont été élues après toi? Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, oui. Ophélie, on se voit beaucoup quand je vis sur Paris ou quand elle est ici. Clémence, on s'échange des messages de temps en temps. Ludivine, avec qui aussi j'ai peur parce que j'adore Ludivine. Jalilan, on s'est vu quelques fois. En vrai, on s'entend relativement toutes. Hein. C'est juste qu'on n'a pas le temps de se voir. En même temps, avec un emploi du temps aussi chargé, la création de contenu, le monde des Miss, les vide dressing aussi, c'est venu d'où cette idée de vide dressing? Cette idée de vide dressing, elle est venue parce que je suis rentrée en Guadeloupe et moi j'adore les fringues. Ça, c'est clair, net et précis. J'en achète en long, en large et en travers. Sur Paris, j'avais la possibilité d'utiliser Vinted et d'envoyer des vêtements pour pouvoir me racheter des vêtements ou bien aller dans des friperies, etc. Donc quand je suis rentrée, en fait j'en ai parlé sur mes réseaux pour savoir si ça pouvait intéresser. Effectivement, c'est quelque chose qui intéressait plutôt pas mal. Et je me suis dit, ok, bon, on va faire un vide dressing. Je vais demander à quelques filles que je connais, ou bien même des filles qui répondaient à mes DM pour me dire, oui, j'aimerais bien faire le vide dressing et tout. Donc j'en ai fait un comme ça. Et en prenant du recul, je me suis dit, mais en fait, peut-être que ça peut fonctionner ici. Parce qu'il n'y a pas de Vinted. Moi, j'avais pas encore entendu parler de vide dressing. Maintenant que j'en fais, je vois qu'effectivement, il y en a plein qui se font. Mais c'est parti de là. Et au-delà du vide dressing, j'avais vraiment envie de ramener ma touche en prenant un DJ parce que j'adore la musique et je pense que faire du shopping en ayant du bon son, c'est toujours sympa. Pas faire un truc gnangnan. Non, voilà, la musique. Vêtements, exactement. La naphtaline. On fait un truc vivant. Exactement. On fait un truc vivant. En général, il y a des cocktails, que ce soit avec alcool ou sans alcool. Je ramène un petit peu aussi de... ça fait 2 éditions, si je ne dis pas de bêtises, où, comme on n'est pas dans un restaurant, vu qu'on est au Cocon, c'est un espace de coworking, là, je dois ramener tout ce qui est fooding. Du coup, j'avais fait appel à Manioca, c'est de la cassave, je trouve ça génial. Là, normalement, je suis censée avoir Africa Bowl. Enfin, on essaye de faire un truc vraiment super sympa pour que les gens passent un bon moment et qu'ils puissent ressortir de là avec le sourire. Tu crées des expériences que tu aurais aimé vivre? Oui, très clairement. Après, j'ai aussi vu que tu as réussi à quand même l'exporter en Martinique. Oui. En Guyane, c'est quand même pas mal. Exactement. J'ai réussi à l'exporter 2 fois en Martinique et 2 fois en Guyane. Alors, je vais pas mentir, la Martinique, c'est compliqué. C'est très, très, très compliqué, encore plus qu'ici. Et ils te donnent pas de chance. Hein. Genre, c'est une fois, si c'est bien, ok. Si c'est pas bien, la deuxième, tu vas encore plus galérer. Donc, je me suis dit, je vais faire une pause avec la Martinique parce que j'ai pas encore trouvé le schéma qui pourrait fonctionner. Mais par contre, en Guyane, ah là là, qu'est-ce que je les aime. Ah oui, vraiment. Coup de cœur. Ah, coup de cœur. Coup de cœur. Mais j'avais déjà été, moi, toute seule en Guyane, rien à voir avec le vide dressing. Mais même pour organiser un vide dressing, c'est limite plus facile qu'en Guadeloupe, alors que j'ai plus de contacts en Guadeloupe. Ouais. Il y a quoi comme ça en Guyane qui a touché ton cœur? Je pense que ce sont les gens.
Parce que les gens sont hyper avenants, hyper chaleureux. C'est comme si tu étais guyanais en fait quand tu arrives là-bas. Donc il n'y a pas d'histoire de oui mais non, mais comme c'est un concept de la Guadeloupe, on n'est pas trop chaud. Non, pas du tout. On kiffe le mood et en plus c'est vrai qu'en Guyane, ils n'ont pas forcément énormément d'événements. Donc quand il y a un truc de nouveau, c'est sûr qu'ils vont se jeter dessus. Donc si tu as des petits trucs à faire, en Guyane. J'ai déjà été 2 fois, j'ai kiffé. Si aujourd'hui tu devais me raconter ta plus belle rencontre entre aujourd'hui et tes 10 dernières années de Nice, ce serait laquelle? Ça fait 10 ans quand même, hein? Oui, donc on a eu pas mal. Ma plus belle rencontre? Oui, rencontre marquante. Qui t'a fait te dire, ah ouais, là, je sais ce que je veux, où je veux aller dans ma vie. Une rencontre qui a été décisive. C'est chaud pour les rencontres décisives. Il y a une rencontre marquante, mais juste parce que elle est récente. Parce qu'en fait, j'ai été à Paris en septembre, si je dis pas de bêtises. Et j'ai dîné avec la Miss Univers 2011. Et en fait, comment moi, Chloé, qui sort de nulle part, qui n'a pas fait de... Enfin, j'ai fait Miss France, mais j'ai pas fait de concours internationaux, je me retrouve à dîner en tête-à-tête. Hein. Je suis pas dans un dîner organisé où on est... Juste vous deux. Juste nous deux. Parce que copine de copine, on devait aller à un événement, donc on s'est rencontrés avant d'aller à l'événement. Ça m'a rappelé le fait que les échanges entre les humains peuvent être hyper simples. Et en fait, c'est nous qui nous compliquons vraiment la tâche. Genre, littéralement, on se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Je vais pas dire qu'une est au-dessus de l'autre, tu vois, mais elle a quand même un parcours qui est vraiment incroyable. Et l'échange est juste hyper naturel. Et je me dis que des fois, on se met des barrières pour rien. Genre littéralement pour rien. De ces 10 dernières années, si tu avais une leçon de vie à nous raconter, ce serait laquelle? Une leçon de vie... Pour moi, de ces 10 dernières années, en termes de leçon de vie, je dirais juste que les meilleurs moments sont les plus simples. En vrai de vrai. Mais est-ce qu'on s'en rend compte sur le moment? Non, on s'en rend compte après. Parce que du coup, j'ai eu une vie qui a été assez mouvementée pendant ces 10 dernières années et qui ne m'était clairement pas prédestinée. Enfin, à la base, je voulais... on dit que tout est écrit. Oui, tout est écrit. Mais à la base, je voulais être nageuse professionnelle, tu vois. Donc ça n'a rien à voir. Donc t'aurais peut-être fait Paris 2024, voilà, mais pas... Tokyo 2020. Peut-être, oui. Mais pas tout ça. Et en fait, le fait d'avoir... d'être devenue une personnalité publique, souvent, je pense que des fois, on est tellement prise dans le truc qu'on oublie qu'il y a des petits moments vraiment essentiels dans la vie, ne serait-ce qu'avec des amis, la famille ou quoi au caisse. Et ça nous, tu vois, remet bien au centre, les pieds bien ancrés sur la terre et se dire ouais, non, en fait, ça c'est très bien aussi. Pas besoin d'avoir des strass et des paillettes. Des plaisirs simples, des choses simples. Ouais. Et des regrets vis-à-vis de la natation? Des regrets, en vrai, oui, un peu. Mais j'ai pas arrêté parce que je le voulais. En vrai de vrai, je me suis blessée. J'ai eu un début d'hernie discale. Et on m'avait dit, en fait, ma chérie, si tu continues encore comme ça, ça va être compliqué. Et c'est vrai que je nageais énormément pour mon jeune âge. Mais quand c'est ton rêve, quand on te dit que ça va pas être possible, on le vit comment? C'est dur. Ouais, c'est dur parce que t'es jeune surtout, donc t'as un rêve de faire ça, puis on te dit finalement ça faudrait peut-être changer de plan. Et j'ai forcé pendant un an où j'avais des séances de kiné deux fois par semaine pendant un an, mais c'est vrai que je pense que mon regret du coup, ça aurait été de ne pas avoir suivi un psychologue pendant ce moment-là, parce que je pense que j'ai créé un blocage pendant les compétitions, vu que je m'étais blessée en compétition. J'ai créé un blocage parce que j'avais tellement peur de me refaire mal que je me suis dit, ouais, c'est bon. Et comme pendant un an, il n'y avait rien qui a changé, je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête. C'est peut-être là la leçon de vie? Ouais, peut-être.
Ça remonte à loin. Hein. Le Nice aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ok, merci à toi. Merci à toi. Et très sympa. On va finir de manger tout ça. Oui, j'ai hâte.